et je vais vous présenter Together. Ok, alors Together, c'est un média et un réseau au service des réceptifs et nous nous engageons à sensibiliser les membres à l'éco-entrepreneuriat dans le tourisme face aux enjeux environnementaux. Donc, merci à tous d'être présents et je vais laisser la parole je crois que c'est Clément qui va commencer à parler. Oui. Bon webinaire à tous. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Clément. Je suis en cours de passation de gérance à Terra Bolivia et ici avec ma collègue Lucie. Ça fait combien de temps que tu es là, Clément, en Bolivie, toi? Moi, ça fait depuis 2005. Et toi? Alors, moi, moi, je suis Lucie. Pour certains, il y en a qui me connaissent déjà. Ça fait déjà presque 12 ans. Déjà, ouais. En Bolivie. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter notre pays de cœur, la Bolivie, et un petit peu ce qu'on peut proposer à vos voyageurs. On y va. Alors, attends. Ça va venir, ça fait pareil tout à l'heure. Ah, désolé, petit problème technique. Alors, pour commencer, on s'est dit qu'on allait commencer par des petites questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat à répondre, d'accord? L'idée, c'est de commencer avec des questions pour se remettre un petit peu dans le pays. Alors, première question, quel est le lac navigable le plus haut du monde, Clément? Alors, moi, je vais répondre, mais si vous voulez, vous pouvez répondre dans le chat pour ceux qui savent ou ceux qui ne savent pas aussi. Alors, le lac navigable le plus haut du monde, évidemment. Et oui, c'est le lac Titicaca. Bravo, Justine. Coucou. Bravo. Qui se trouve, c'est un lac partagé entre le Pérou et la Bolivie. Excuse-moi, j'arrive pas à passer. Et voilà, on le voit. Alors, du côté bolivien, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, la particularité, c'est qu'on a l'île du Soleil et l'île de la Lune, où se trouvent les restes archéologiques les plus importants du lac, des cultures Inca et Tiwanaku. Super. Deuxième question. Où se trouve le plus grand salaire du monde? Beaucoup de superlatifs. Mais peu de réponses. Attendons, peut-être qu'il y a quelqu'un. Ah oui, bravo Justine. Uyuni. Évidemment, le salar d'Uyuni, le plus grand salar du monde, la plus grande réserve de sel et de lithium du monde, se trouve dans notre pays. Et ce qui est particulier pour les voyageurs qui le visitent par rapport au salar qui se trouve dans les pays voisins, c'est que son immensité fait que la sensation quand on y est vraiment celle d'être sur une autre planète. On voit la courbure de la Terre et on ne voit pas l'horizon. Disons que c'est une bonne représentation, ce que tu disais aussi de la Bolivie, le fait de se sentir seul au monde. C'est pour le coup, une petite représentation de ce que peut être tout le pays, d'ailleurs. Troisième question. Alors, Nicole, c'est Uyuni et non pas Uyunu. C'est mignon, mais... Dans quel pays se trouve l'Amazonie? Oui, dans quel pays se trouve l'Amazonie? Petite, belle partie de la Bolivie où, justement, que préfère Clément? Eh bien, beaucoup pensent que c'est au Brésil, ce qui est vrai, évidemment. La plus grande partie de l'Amazonie se trouve au Brésil, mais aussi dans plusieurs autres pays, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie. Et en fait, la Bolivie est connue pour être un pays andin, elle a une image de montagne et de Cholita, mais en réalité, une grande partie du pays se trouve dans le bassin amazonien et une partie importante de l'Amazonie se trouve en Bolivie. Voilà, et il y a une faune et une flore assez importante. Et nous aussi, on propose des activités autour de ça, où on peut découvrir, par exemple, beaucoup d'animaux. Facile. Quelle est la capitale de la Bolivie? Peut-être qu'il y a un petit piège. Capitale de la Bolivie? Oui, Justine La Paz. Je vais dire comme Justine, La Paz. La Paz, La Paz. Eh bien non. Et non, en fait, ce n'était pas La Paz, c'est Sucre, la capitale constitutionnelle du pays, c'est Sucre, mais la capitale de fait, on va dire, c'est La Paz depuis la création du pays, ce qui crée souvent la confusion, y compris en Bolivie.
Quel est le seul pays d'Amérique à ne pas avoir de McDonald's? Petite question rigolote. Eh bien, encore une fois, c'est la Bolivie, puisque c'est notre thème d'aujourd'hui. Eh bien oui. Bravo, Tiffany. Pourquoi? Parce qu'on a le salchipapa en Bolivie. Mais enfin, au-delà de l'anecdote, ça montre d'une certaine façon que la Bolivie, eh ben, c'est pas un pays comme les autres. Voilà. Oh, il adore le salchipapa, Clément. Alors, combien d'habitants compte la Bolivie et quelle est sa superficie? Alors là, Un peu plus difficile comme question. alors, la Bolivie compte 11 millions d'habitants et la superficie est de 1 100 000 km². Pas besoin d'aller sur Wikipédia, on a révisé. Donc, la superficie, c'est le double de la France. Et les 11 millions d'habitants, il y en a plus de la moitié qui sont concentrés dans 3 agglomérations, Santa Cruz, La Paz et El Alto et Cochabamba. Voilà. Tout ça pour dire qu'il y a comme une grosse partie du pays, encore avec des régions inexplorées. Et une grosse partie aussi, c'est beaucoup de nature et de grands espaces. On a une densité très, très faible. Quelle langue parle-t-on en Bolivie? On parle l'espagnol en Bolivie, Mais pas que. bien évidemment, dans tous les coins du pays, même dans les endroits les plus reculés, mais beaucoup de Boliviens sont bilingues et parlent d'autres langues. Sur l'altiplano, c'est le quechua et l'aymara. Dans les terres basses, c'est le guarani et beaucoup d'autres langues indigènes. Il y a 36 langues officielles en Bolivie, parce que c'est un État plurinational. Et vos voyageurs vont forcément rentrer en contact justement avec ces personnes, cette population qui parle plusieurs langues. Comme Lucie qui parle aymara. Exactement. Et d'où vient le nom Bolivie pour terminer cette petite question? De Simón Bolívar, le libertador du continent, qui a donné son nom à la Bolivie, puisque il disait que c'était sa fille préférée, et c'était le premier président du pays. Mais ce n'est pas Simón Bolívar qui va nous aider à vendre des voyages, donc on va passer à la suite. Alors, on espère que ces petites questions vous ont mis dans le bain de la Bolivie. On va voir maintenant concrètement où se trouve rapidement la Bolivie sur la carte. Alors, vous voyez tous la carte là, j'imagine. Super. Donc, on voit que la Bolivie se trouve au cœur du continent. C'est pour ça qu'on a donné ce titre à la présentation. C'est une de ses caractéristiques. Et ce qui est intéressant pour nous, eh bien, c'est que les voyageurs souvent viennent des pays voisins. Donc, d'abord, les pays voisins, c'est l'Argentine, le Chili, le Pérou, le Brésil et le Paraguay. Et beaucoup de voyageurs viennent par voie terrestre, surtout du Chili, du Pérou et d'Argentine. Voilà. Alors, du coup, chose intéressante qu'on a vue cette année et même avant la pandémie, parce qu'on a eu 2 années d'inactivité, c'est qu'on peut, après un voyage pur Bolivie de 16-17 jours, on peut terminer en Colombie, en Équateur, par des extensions, par exemple 4-5 jours sur les îles Galapagos et aussi sur la côte des Caraïbes, Cartagena, en Colombie. C'est les vols internationaux qui permettent ça. Donc, c'est toujours sympa, on fait un bon voyage sur l'altiplano et puis on peut finir du coup au soleil. Alors maintenant, par rapport aussi aux entrées concrètes dans le pays. Là, on a 2 aéroports internationaux, celui de Santa Cruz et celui de La Paz. Santa Cruz est relié tous les jours par des vols à Madrid et La Paz a des connexions avec Lima, Bogota et Miami. Voilà pour les vols internationaux. Ensuite, on a, en ce qui concerne les frontières terrestres au sud du pays, ce qui connecte avec le nord argentin, la frontière de Biason. Au sud-ouest, la frontière d'Ito Cajon, donc qui se trouve à 1h30 de San Pedro de Atacama, le centre touristique du nord du Chili. Et au niveau du lac Titicaca, les frontières avec le Pérou de Desaguadero et de Casani.
Voilà, donc ça permet de faire pas mal de combinés. Et d'entrée, on a plusieurs portes d'entrée dans le pays. Alors, quelques infos clés. Du coup, Clément, alors quelle est la meilleure période pour visiter la Bolivie? J'ai envie de dire plutôt quelle est la mauvaise période, puisque la bonne période, c'est toute l'année, sauf au moment de la saison des pluies, qui se concentre sur les mois de janvier et février. Et les mois qui entourent la saison des pluies, donc décembre et mars, peuvent être un peu pluvieux, mais ça ne nous empêche pas de voyager dans le pays. Alors là, on voit sur la carte de droite qu'il y a 3 grandes régions qui se distinguent, qui séparent en Bolivie. Oui, alors la partie verte, hein, qui est la plus grande partie du pays, en fait, c'est celle qui se trouve au niveau de la mer, donc qui est dans le bassin amazonien, où se trouve la ville de Santa Cruz. C'est la seule ville importante qui se trouve dans ce territoire très grand. Et évidemment, le climat est chaud et humide globalement dans cette région et plus pluvieux. Donc justement, c'est la région où on va être plus limité par les pluies. La région centrale, c'est celle des vallées andines, donc, qui se trouve à environ 2500 mètres d'altitude, où il y a les villes de Cochabamba, Sucre et Tarija. Et enfin, l'Altiplano, donc, qui est la région la plus célèbre et la plus visitée du pays, où se trouvent la plupart des destinations qu'on va visiter. Donc, La Paz, Potosí, le Salar de Uyuni et le Sud Lipès, la Cordillère Royale, le lac Titicaca. Voilà, à noter que l'ensemble la hauteur moyenne durant tout le voyage, c'est à peu près 3600 mètres d'altitude. Voilà, c'est quand même un voyage haut en altitude, mais haut en émotion aussi. Alors, justement, en parlant de voyage et d'itinéraire, combien de temps, qu'est-ce que tu recommandes comme durée idéale pour venir en Bolivie? Eh bien, moi, de mon expérience personnelle, je recommande 15 à 20 ans pour le voyage. Oui, moi aussi, c'est pas mal. Bon, tout ça pour dire qu'on n'a jamais fini de toute façon de visiter la Bolivie parce qu'il y a beaucoup de lieux reculés, inexplorés, et c'est ça qui est très très chouette. Mais du coup, la période, nous on recommande vraiment, c'est minimum 16 voire 17 jours pour venir dans le pays. Pas moins de 15 jours, ça c'est sûr. Pourquoi? Bon, déjà, nous, on encourage, Terra Bolivia encourage à voyager moins souvent, mais plus longtemps pour de meilleures raisons, plus sobrement dans le pays. Donc voilà, donc la durée idéale pour un pur Bolivie, c'est, on va dire, 16 jours, voilà, pas moins. Alors, intéressant maintenant des chiffres pour comparer un petit peu l'activité touristique en Bolivie. Oui, alors sur ce graphique, on voit les arrivées de touristes étrangers dans le pays depuis une vingtaine d'années, qu'on a comparé avec le Pérou, parce que le Pérou, c'est la première destination du continent et qu'on a beaucoup de choses en commun avec ce pays. Donc, ce qu'on remarque, c'est que le flux de voyageurs a augmenté régulièrement depuis une vingtaine d'années, mais de façon beaucoup plus forte au Pérou qu'en Bolivie. Et la tendance est toujours la même aujourd'hui, donc avec la reprise, les courbes sont toujours parallèles. Voilà. On peut dire que la Bolivie reste encore un pays méconnu, peu visité, malheureusement, justement, mais bon, ça fait aussi notre bonheur et le bonheur de nos voyageurs. Pourquoi? Parce que ça reste un pays très authentique. D'elle-même, la Bolivie est loin de nos sociétés de tourisme de masse, donc ça, c'est vraiment chouette, et ça permet à nos voyageurs parfois de ne croiser aucun touriste. Donc ça, c'est vraiment chouette, et c'est le côté très positif de la Bolivie. Alors, quel type de voyage en Bolivie? Alors, nous, on considère que c'est vraiment un voyage de vie, un voyage d'une vie. Venir en Bolivie, c'est plus qu'un voyage, on cumule, c'est l'addition de plusieurs expériences de vie dans le pays, qu'on verra ensuite. Bien sûr, la Bolivie, pour nous, c'est assez magique, c'est des grands contrastes, des grands espaces, des voyages à couper le souffle, des animaux d'Amazonie, des jaguars, une forte tradition encore entrée dans le quotidien. Nous, on vit dans ce quotidien. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses et loin, encore une fois, du tourisme de masse. Et on a profité, d'ailleurs, Terra Bolivia a profité de cet arrêt de 2 ans d'inactivité pendant la pandémie, comme vous savez, pour revoir nos itinéraires et pour réfléchir
analyser nos voyages. D'accord? Donc maintenant, on propose davantage des itinéraires qui invitent à vivre vraiment la Bolivie telle que nous on la vit, telle que nous on l'aime. Hein. Ça fait nous très longtemps qu'on est dans le pays. Donc c'est important pour nous. À travers nos voyages, nos itinéraires, on présente la simplicité de la vie bolivienne, en analysant aussi, en essayant de proposer une Bolivie plus vertueuse, plus durable. En quelques mots aussi, nos voyages sont plus durables pour l'environnement. Également, on insiste sur l'aspect pour allier la rencontre de l'autre, alliant la découverte de l'altérité. Donc ça, c'est très important. Et aussi toujours ancré dans ces territoires, ces territoires nombreux, avec nos collaborateurs, nos agents locaux. Voilà, on a une forte relation avec nos collaborateurs, nos prestataires sur place. Donc ça, c'est très important. On travaille avec eux depuis très longtemps et on a renforcé notre lien justement pendant la pandémie. Donc ça, c'est très important pour nous. Mais je vous invite d'ailleurs à aller visiter notre site internet où on décrit notre nouvelle mission et nos engagements par rapport à nos voyageurs et ce type d'itinéraire. Voilà, donc maintenant, on va passer à l'itinéraire bolivien directement sur la carte pour que vous puissiez visualiser. On y va et on commence par Santa Cruz. On parlait tout à l'heure de Santa Cruz, point d'arrivée. Voilà, donc on va vous décrire un petit peu ce qui pourrait être un voyage, ou en tout cas l'itinéraire un peu type qu'on peut suivre, en commençant par Santa Cruz, qui a l'avantage d'être au niveau de la mer, alors que La Paz, c'est l'aéroport international le plus haut du monde, ce qui cause parfois quelques difficultés aux voyageurs. Santa Cruz, c'est une région souvent peu visitée, mais qui a énormément de sites intéressants à découvrir. Alors bon, la première image, là, elle décrit la route, enfin, elle évoque la route du Tché, qui permet de rejoindre Sucré par la route. Mais c'est un voyage qu'on conseille de faire en 3 jours. Donc malheureusement, souvent, peu de voyageurs peuvent le faire. Mais c'est une route intéressante. Le plus souvent, on rejoint Sucré en 1 heure en avion. On a le parc Amboro qui est très accessible depuis Santa Cruz, peu d'infrastructures touristiques, une nature extrêmement riche. Donc, c'est une opportunité de connaître la flore et la faune tropicale facilement sans aller jusqu'au cœur de l'Amazonie. Le site, le fort, là, c'est une image du fort de Samaipata, qui est le site le plus oriental de l'Empire Inca. Les missions jésuites, donc on voit là sur la carte à l'est de Santa Cruz, un circuit qu'on peut visiter en 2, 3 ou 5 jours, autour donc des églises qui ont été construites par les jésuites avec les populations indigènes et donc une destination prisée des amateurs d'histoire et de musique baroque. D'ailleurs, tous les 2 ans, il y a la biennale pour ceux qui sont fans de musique baroque. Tous les 2 ans, au mois d'avril, en Bolivie, il y a 1 semaine de concerts dans ces églises. Donc, c'est un événement assez important sur le continent. Maintenant, direction Sucre, la capitale. Voilà, la vraie capitale. Donc, Sucre, comme je vous disais, on le rejoint en 1 heure depuis Santa Cruz, donc souvent, en fait, le jour même de l'arrivée. Sucre, c'est la ville idéale pour s'acclimater avant l'altiplano. C'est à 2600 mètres d'altitude. Il fait bon vivre à Sucre. C'est une ville agréable avec beaucoup d'histoire aussi et de randonnées, différentes choses qu'on peut faire autour de la ville. Mais on ne va pas s'y attarder maintenant. Voilà une image de Potosi qui se trouve sur la route d'Uyuni, en fait, à 3 heures de Sucre. Donc voilà, c'est la route naturelle, on va dire. Donc Potosi est connu évidemment pour ses mines, puisque c'est la ville qui a fait la richesse de l'Empire espagnol. Et souvent, on va visiter les mines de Potosi et puis tout le patrimoine architectural de cette ville qui est déjà à plus de 4000 mètres d'altitude. Voilà, donc 2 villes, Sucre et Potosi, 2 villes coloniales à ne vraiment pas louper, qui sont riches en histoire par rapport aussi à nous, à notre histoire, très important. Et maintenant, direction Uyuni. Direction le Salar d'Uyuni, donc qui se trouve à 4 heures de Potosi. Et donc,
le salar, souvent, c'est l'image un peu de la Bolivie, mais en réalité, on visite le salar et la région du Sud-Lipès, où se trouvent les lagunes de couleurs, et on fait une expédition nous, on la propose en 4 jours pour voir la Laguna Verde, la Laguna Colorada, observer la faune de l'altiplano, les flamants roses, les vizcachas et autres. Donc, Terra Bolivia propose toujours de le visiter en 4 jours, à la différence des agences de Uyuni qui le font en 3 jours, pour vraiment pouvoir profiter de cette région sans être, voilà, sans passer des journées trop longues dans les 4x4, et puis justement avoir des opportunités d'observer les animaux. Voilà, Terra Bolivia est experte aussi sur tout ce qui est exploration, comme ça, des grands espaces. Donc, en fait, l'expédition 4x4 peut durer de 4 à 10 jours, 12 jours, selon vraiment aussi les envies et des voyageurs, et visiter, aller sur Tupisa, le parc du Sarama, plus au nord. Donc, tout est aussi adaptable. Donc là, on a une question, à quelle altitude dans chaque portion? En général, vas-y. Alors, en fait, à Sucre, donc on était à 2600 mètres d'altitude. Potosi, 4000. À partir du moment où on arrive à Potosi, on est sur l'altiplano. Alors, 4000 à Potosi, 3650 à Uyuni. Et ensuite, dans l'expédition au sud de l'Ipès, on est entre 3650 et 4500 mètres d'altitude. Voilà. Ça peut faire peur comme ça, mais jusqu'à présent, on fait même voyager des familles, vraiment. Donc, en fait, ça peut faire peur, mais c'est possible, hein. Ne vous inquiétez pas. En plus, on voyage en toute sécurité. Donc, et en plus, on aura prévu, on a toujours prévu une bonne acclimatation avant, justement, pour atteindre, on va dire, ces points les plus hauts, qui est du côté de la Laguna, 4800 mètres. Alors, ensuite, direction La Paz. La Paz, l'autre capitale. Alors, c'est ta ville, je te laisse la présenter. Et oui. Alors, du coup, on me demande toujours si c'est pertinent de passer à La Paz, de venir y passer un moment. Alors, oui, je réponds toujours oui, non pas parce que c'est ma ville de cœur et parce que j'y vis, etc. Mais c'est aussi parce que c'est vraiment une ville bouillonnante, haute en couleurs, assez exceptionnelle. Déjà, c'est la ville la plus haute du monde. Il y a toute une chaîne de téléphériques, enfin, plus haut du monde, et se mêle vraiment, on va dire, tradition, marché, aux légumes, beaucoup de brouhaha, de chaos à la fois, mais et aussi à l'extérieur. La cordillère des Andes est juste derrière, et puis à 20 minutes de La Paz, 30 minutes, on peut aller visiter des formations géographiques assez impressionnantes. Donc voilà, ça paraît très grand, La Paz. Mais c'est très riche, et on a l'impression finalement de vivre dans un petit village. On rencontre souvent les gens qu'on connaît, et on peut, c'est une visite très intéressante. Je recommande au moins un jour, ou voire presque 2 jours. Voilà. Et d'ailleurs, si on arrive à La Paz directement, c'est toujours bien de rester un jour tranquille pour s'acclimater et voilà, d'errer dans les rues, de pouvoir appréhender un petit peu toutes les sensations que procure cette ville. Parce que c'est très intéressant. Ensuite. Alors là, c'est une image du site de Tiwanaku, qui se trouve sur la route à l'ouest de La Paz en allant vers le Pérou, et qui est un site très intéressant parce que Tiwanaku, c'est un peu les ancêtres des Incas, bien antérieurs, mais qui a laissé énormément un héritage très fort dans toutes les Andes. On va passer rapidement pour ne pas trop déraper. C'est là où il y a la fameuse Puerta del Sol, la porte du soleil. Voilà. Le lac Titicaca, dont on a déjà brièvement parlé, où on a plein d'activités à proposer pour connaître les habitants, pour faire des rencontres. Un petit peu, c'est ce qu'on recherche sur le lac Titicaca, donc à travers la pêche ou d'autres activités. Ensuite, alors, passage, là vous voyez quelqu'un sur un sommet, donc ce n'est pas obligatoire de forcément monter sur un sommet quand on vit en Bolivie, mais c'est pour dire aussi que passer, on verra tout à l'heure avec des exemples plus concrets, passer, en tout cas pour moi c'est important et c'est possible, voyager en Bolivie, c'est passer par la cordillère des Andes, c'est aller vivre avec une communauté dans la cordillère. Donc voilà, donc juste après, sur la route entre Copacabana et La Paz, on peut rentrer au cœur de la cordillère et vraiment
séjourner tout près des sommets. Donc ça, c'est assez important. On en reviendra aussi tout à l'heure. Et on peut, Terra Bolivia reste quand même expert de haute montagne. Donc on propose des séjours de trek, randonnées, voilà, plus ou moins performants et des ascensions avec des guides de haute montagne. Donc là, c'est la route de la mort. Une excursion d'une journée au départ de La Paz où on fait une descente en VTT. On commence à 5000 mètres d'altitude pour arriver dans les Yungas, un climat subtropical à 1000 et quelques mètres d'altitude. Donc une super descente qui est accessible à peu près à tous. On a une famille encore qui l'a fait avec ses enfants il y a quelques semaines. Ouais, c'est assez chouette parce qu'on voit vraiment le dénivelé et le changement de température et d'écosystème. On passe vraiment du lama au toucan pour schématiser. Donc c'est vraiment beau. Le parc Sarama, donc le Sarama, c'est le sommet le plus haut du pays qu'on va visiter depuis La Paz, où il y a également des eaux thermales et plein de belles choses à faire et des randonnées. On revient à La Paz et du coup, une partie aussi importante, comme disait tout à l'heure Clément, c'est la partie amazonique. Donc, avec plusieurs parties dans l'Amazonie, l'image qu'on voit là, c'est les Pampas, où on va observer surtout des oiseaux et des reptiles. Ensuite, il y a la selva, où se trouvent énormément de mammifères. Le parc Madidi, c'est le parc le plus célèbre de l'Amazonie bolivienne, où on trouve le plus de mammifères et qui est considéré comme la région d'Amazonie qui concentre le plus de biodiversité. Donc, en fait, l'endroit où il y a la plus grande concentration de biodiversité au monde. Voilà, chouette. Voilà. On a terminé le panorama un petit peu des itinéraires qu'on peut faire en Bolivie. Bien sûr, donc sur le plus classique, comme je disais tout à l'heure, 16 jours, 17 jours, c'est parfait. Et avec, si on veut intégrer l'Amazonie, c'est parfait en 20-21 jours. Voilà. Voire plus. Donc maintenant qu'on vous a présenté ces itinéraires et un peu déjà le projet de Terra Bolivia, on va voir concrètement comment ça se transforme dans les activités qu'on propose à nos voyageurs. Donc, un des points forts de la nouvelle production des voyages qu'on propose, c'est évidemment de participer à la vie quotidienne des communautés, donc de différents endroits. Sur l'Altiplano, il y a toute une série d'activités qui ont été développées. Donc, ça peut être d'accompagner les pêcheurs, comme on voit sur une photo, de tondre les alpagas. Là, l'image qu'on voit en bas à droite, c'est mon fils que j'ai emmené à Tuni. Donc, une communauté particulière pour Terra Bolivia, puisqu'elle travaille depuis 20 ans maintenant, depuis les débuts de l'agence, en fait. Donc, il y a des relations très fortes avec cette communauté. Et on est allé tondre les alpagas, on les a emmenés au pâturage, appris à tisser, voilà, tout un paquet d'activités très, très sympas à faire en famille et qui plaisent à tout le monde. En fait, c'est des rencontres vraiment avec des personnes attachantes qui nous parlent de leur terre, de leur tradition. Donc ça, c'est très important pour eux. Et puis, ça plaît toujours, puisqu'en plus, c'est la Bolivie vraiment telle qu'ils la vivent. Ensuite, direction, alors Potosí. Tout à l'heure, on parlait des mines de Potosí. Alors, plus on connaît bien sûr le classique d'aller visiter les mines. Pour beaucoup, il y en a qui ne veulent pas forcément y passer. Nous, ce qu'on propose, c'est au-delà de ça, c'est de vraiment rencontrer le mineur, une famille de mineurs, de connaître un petit peu l'ensemble de sa famille, des vies, puisqu'en général, ça se passe de génération en génération. Et par exemple, on va visiter, on va chez eux, on va déjeuner avec eux. L'idée, c'est d'échanger et de voir un petit peu leur quotidien, de partager avec eux. Et c'est l'occasion de manger aussi la super soupe de pierre. La sopa de piedra, bien sûr, Ouais. pour les amateurs de pierre. Une autre activité, c'est de naviguer avec un catamaran sur le lac Titicaca, donc pour faire une expérience différente du lac Titicaca depuis un endroit où, encore une fois, il y a très peu de tourisme. Cette communauté a construit elle-même le catamaran et s'est formée pour pouvoir naviguer. Et au-delà de cette activité qui est très sympa, on peut pêcher et puis passer un temps avec les gens de la communauté pour avoir des moments de rencontre aussi. Voilà, qui nous partagent aussi leur expérience, leur apprentissage. Ici, on a
des ateliers aussi. Exemple, là, c'est à Sucré, en l'occurrence, mais on peut le faire dans tout le pays. C'est un atelier cuisine. Donc là, l'idée, c'est d'aller au marché, d'accompagner la cuisinière qui va nous présenter tous les fruits et légumes du pays, de prendre un petit jus, c'est l'occasion aussi de boire un petit jus, et ensuite d'aller préparer le repas avec elle pour nous expliquer un petit peu aussi comment ils préparent, qu'est-ce qui est important pour eux. On voit par exemple la riz, pourquoi c'est important pour eux, et on peut déguster d'ailleurs lors de cet atelier la fameuse sopa de mani, la soupe de cacahuètes qui est excellente. Alors, dans les Yungas de La Paz, donc, qui est la région au nord, mais à une altitude bien plus faible, on cultive le café et donc on peut aller visiter les producteurs de café, récolter le café, le préparer et puis évidemment le boire. Donc, c'est encore une fois des activités qui permettent la découverte et la rencontre avec les producteurs locaux. Alors, point maintenant important aussi, des voyages un peu plus longs, d'expériences plus longues, des nouvelles expériences un peu plus longues. Alors là, ce qu'on voit sur les images, c'est une famille qui a fait un circuit il y a 2 mois pour descendre une rivière qui s'appelle le Rio Caca en direction de l'Amazonie. Et alors, c'est vraiment des voyages assez novateurs qu'on veut mettre en avant parce qu'il s'agit à la fois d'une aventure, c'est-à-dire qu'ils sont en bateau, ils ont de quoi camper, mais rien n'est vraiment préparé, c'est-à-dire qu'ils trouvent leur lieu de campement chaque jour. Donc, ils ont découvert des endroits idylliques, comme on voit sur la photo en bas à droite, où évidemment, ils étaient tout seuls, puisque c'est très loin de tout. Mais aussi, ils ont pu constater les dégâts qui sont faits en Amazonie, parce que sur la photo de gauche, on voit un bateau d'une entreprise chinoise qui sont les chercheurs d'or dans les fleuves d'Amazonie qui font des désastres, disons. Et donc voilà, on découvre la faune et la flore, mais on découvre aussi la réalité parfois dure du quotidien de notre territoire. Voilà, on parlait tout à l'heure un petit peu, c'est vraiment des voyages plus sérendipiens au jour le jour, mais bien sûr, ça reste organisé. Nous, on sait qu'on prévoit des itinéraires vraiment en toute sécurité. Alors, cette famille, qui sont des grands voyageurs, ils ont dit après que ça avait été le voyage de leur vie parce que ça ressemble pas à un autre voyage. C'est pas que de l'aventure, c'est pas que du trek ou c'est pas c'est pas non plus d'aller voir la misère du monde, mais c'est une expérience extrêmement forte. Ouais. Alors, d'ailleurs, on peut compléter la descente de ce fleuve par une immersion dans une communauté indigène. Donc là, le monsieur qu'on voit sur la photo, c'est un Mosséten qui peut vous recevoir chez lui dans sa communauté, donc d'Asunción del Quiquibé. Et donc, ce sont des indigènes qui vivent évidemment au cœur de l'Amazonie. Ce sont des chasseurs, pêcheurs. Et donc, les voyageurs peuvent partager un petit peu ce mode de vie et découvrir évidemment la faune et la flore de l'Amazonie, mais à travers les yeux des indigènes et donc en découvrant leur culture et leur mode de vie. Alors, il y a une forte partie aussi en Bolivie. Un autre exemple de voyage plus itinérant, c'est la traversée andine qui part du lac pour terminer vers les vallées tropicales, vers Corico, on le voyait tout à l'heure, où là, on ne parle pas de randonnée ni de trek qui cherche la performance, on est vraiment sur de l'itinérance pour faire des rencontres et des partages avec toutes les populations qui vivent sur cette route. Voilà, donc ça, c'est assez très intéressant. On va voir la vie des pêcheurs, comment on pêche, comment ils construisent les bateaux sur le lac, comment vit une petite communauté d'Aymara du côté de Santiago de Huata. Voilà, l'idée, c'est de vraiment aussi d'aller partager avec les personnes des petits villages, des petits hameaux sur la route. Tout, bien sûr, en découvrant toute cette fameuse cordillère royale et tous ces beaux paysages. Et donc, c'est pas une activité d'une demi-journée, c'est un trek de 6 jours. Oui. Voilà, de 6 jours où on passe d'une communauté à l'autre en dormant chez l'habitant. Voilà, on peut adapter bien sûr en fonction de la durée, mais l'idée c'est de vraiment d'aller comprendre un petit peu comment tous ces gens vivent sur l'altiplano.
Mais alors? Et Bon. ben voilà la Cholita du carnaval. Alors la Bolivie, c'est encore un aspect méconnu, mais c'est le deuxième carnaval le plus important du continent, après celui de Rio évidemment. Le carnaval d'Oruro qui a lieu en février. Et donc voilà, c'est encore beaucoup disons, de manifestations culturelles. Il y a énormément de fêtes et parfois même en dehors évidemment du moment du carnaval, on peut tomber sur des fêtes qui vont enrichir le voyage, disons. Voilà, c'est ça aussi que nous, on veut donner à vos voyageurs, c'est pour dire aussi que c'est un peu le voyage sérendipien, c'est-à-dire qu'on peut avoir un itinéraire fixe, on ne sait pas où on va passer, mais on peut tomber sur plusieurs fêtes, on peut un peu détourner le programme. Pourquoi? Pour aller vivre un petit bout de partie justement avec ces Boliviens, aller danser et aller participer à une manifestation, etc. Et voilà, nous avons fini notre présentation sur la Bolivie. On espère que ça vous a plu. On a essayé de vous présenter de manière générale. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Bolivie, sur nous aussi, mais vraiment, de façon générale, ce que nous, on propose et par où il faut passer. Bien sûr, on recommande des voyages purs Bolivie, mais les combinés aussi sont totalement sont possibles. Pour les combinés, on recommande un peu plus de séjours. En revanche, c'est bien d'être sur du 20 jours, 21 jours pour prendre le temps de profiter, pour éviter la frustration. Alors, est-ce que vous avez des petites questions? Merci beaucoup pour cette présentation, c'était super intéressant. Alors, première question, quel budget approximatif? Alors, par jour, on peut dire qu'on est autour de 200 et 270 $ par personne. En général, il faut savoir aussi que en Bolivie, comme on a vu, c'est dans des régions très reculées, pratiquement partout. En fait, c'est que tout est inclus. On a les repas, tous les repas, vraiment, c'est assez complet, plus le guide, les transports. Voilà, ça comprend vraiment tout. Alors, il y a Suzanne Merci, qui vous félicite pour cette présentation. Merci Suzanne. Si vous avez plus de questions, vous pouvez nous les poser après en perso et je vous invite vraiment à aller sur notre site pour voir davantage aussi notre mission, c'est intéressant. Oui, bien sûr, guide francophone. On a toutes les langues. Ouais. Alors, la situation politique en Bolivie, c'est toujours une question un peu compliquée. La Bolivie a la réputation d'être un pays bouillonnant et parfois instable politiquement. On a eu là une longue période de calme. En ce moment, on a quelques bloquéos de nouveau. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a une grande expérience de gérer les groupes, même en situation, on ne va pas dire de conflit, mais donc les bloquéos, c'est vraiment la façon de manifester la plus courante en Bolivie, où on bloque les routes. Donc, en tant qu'agence, et puis tous les chauffeurs avec lesquels on travaille ont une grande habitude de gérer ces situations. Donc, c'est aussi un peu enfin, même pas le plus, mais la garantie un peu qu'on peut apporter, c'est qu'on sait gérer les situations de conflit et de crise du pays, qui souvent peuvent être impressionnantes quand on les voit aux infos, mais qui gênent rarement en vrai les voyages quand c'est bien géré. C'est un état d'esprit vraiment de voyager en Bolivie pour ça. Et on n'a jamais de retour négatif de nos voyageurs. Au contraire, ils adorent, ils sont contents de pouvoir participer en toute sécurité, on va dire, à toute cette manifestation aussi. Et juste, je reviens aussi pour le Covid, parce que c'est peut-être une question qui va venir par rapport à la situation Covid dans le pays. Bon, il n'a jamais existé, bon, on va dire ici. Non, mais tout va bien. On peut voyager librement, on peut rentrer dans le pays, il n'y a pas de problème. Voilà, si pas de vaccin, test PCR ou test antigénique. Et voilà, donc il n'y a pas de souci pour ça, on rentre facilement dans le pays. Alors, les zones, petite question de Lyonnaise, quelles sont les zones où observer les animaux? Eh bien, ça dépend lesquels. Pour observer la faune de l'altiplano, il y a différents endroits qui sont appropriés, on va dire. Quand on fait le circuit donc, classique du sud Lipès, on observe toujours un grand nombre d'animaux, en particulier les flamants roses. Et les 3 espèces de flamants roses qui vivent sur le continent sud-américain
se trouvent sur la Laguna Colorada toute l'année. Il y a certains endroits comme ça où on est sûr de voir certains animaux, les bigognes également et d'autres. Alors, la grosse faune, il faut aller en Amazonie, si c'est celle-là que vous voulez voir. En Amazonie, et en particulier dans le parc Madidi, puisque c'est là qu'il y a une très, très grande concentration. Pour les jaguars, on peut chercher des jaguars, mais c'est rare de les voir quand même. On voit souvent des traces, mais le voir en vrai, bon, ça arrive, hein, on l'a déjà vu quelques fois, mais Faut partir, il faut faire des expéditions. Ouais. Voilà, c'est des expéditions un peu particulières, comme on a déjà organisé pour des photographes, par exemple. Mais ça implique voilà, parfois de passer une semaine, 2 semaines au même endroit pour être sûr de voir un type d'animal. Ensuite, quand on va dans le parc Madidi ou en général en Amazonie bolivienne, c'est garanti qu'on va avoir beaucoup d'animaux. Il y en a qu'on voit sur comme, je sais pas, les caïmans, des singes. Les paresseux et tout. Les paresseux, pas toujours quand même. Enfin bon, ouais. Ça dépend. Mais enfin, il y a certains animaux qu'on est sûr de voir. Mais la grosse faune, il faut quand même y passer vraiment du temps, quoi. Parfois, une anecdote d'une cliente il n'y a pas longtemps qui a fait les missions jésuites. Ils ont vu un jaguar traverser la route, parce qu'en plus, c'est des lieux très reculés. Donc, en fait, sans le vouloir, ils ont vu un jaguar. Donc, c'est ça aussi la Bolivie, c'est que comme les animaux sont vraiment en liberté, on peut tout voir pendant le voyage. Alors, il y a une autre question qui est déjà passée. Ouais, juste au-dessus. Faire Santa Cruz Sucre par la route. Ouais, on a ces 2 ou 3 jours. C'est possible de le faire. Du coup, c'est plus recommandé en 3 jours pour prendre le temps justement d'observer aussi la faune, mais c'est totalement possible. Ouais. Et pour visiter Samaipata, donc avec le site Inca, et ensuite suivre la route du Che. Donc souvent, c'est les gens qui s'intéressent à l'histoire de Che Guevara qui veulent voir, qui vont faire cette route. Mais c'est voilà, au-delà du Che, c'est une route très agréable à faire. Où à la fin, on change encore d'univers, on arrive à Tarabuco, donc qui est une communauté très connue pour ses textiles. On est en plein monde andin. Donc pendant ces 3 jours, on voit des choses très très variées et c'est une chouette route. Il n'y a pas besoin de le faire en 4x4, on peut le faire avec un véhicule normal, même s'il y a des parties qui se bougent un petit peu, c'est tout à fait possible. Bon, on pourra en parler si vous voulez, Lyonès, concrètement aussi par rapport au parc animalier. Merci pour toutes ces réponses. Je ne sais pas si peut-être il y a d'autres questions qui vont se poser. Merci à vous. N'hésitez pas à venir tester nos expériences. Hein. Venez tester 4-5 jours encore d'hier. Vous allez pleurer quand vous allez repartir de Bolivie. Anecdote de cette année, parce qu'on a quand même bien repris cette année les voyageurs. On a une personne, un monsieur qui a pleuré en partant de la Bolivie. Sa fille m'a dit merci, parce que mon papa, après cette période de pandémie, il est rentré au Pérou, il a dit non, je veux rester en Bolivie. Merci beaucoup. Merci à tous. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser. Sinon, il y a l'enregistrement qui sera disponible en replay et je vais vous envoyer un mail ce soir avec les coordonnées de Lucie et Clément. Donc, si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à prendre contact avec eux et directement voir auprès d'eux, ils seront disponibles. Merci Agathe, merci à tous. Merci. Merci à vous deux, c'était super intéressant. Il y a une question, Justine, t'as plus... Arrête pas. Non, mais on est encore là. Ah oui, on est là. Ok. Non, c'était bon. Non, il y a une question qu'on a loupée. Non, il me semble pas. C'est Justine, je crois, mais elle a dû dire au revoir. On va clôturer ici, si c'est bon pour vous. Ouais. Merci Lucie, merci Clément. Merci à toi. Et à bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir à tous. Ciao.